Mercredi sur Netflix, en fait, c'est un peu tout ce que j'attendais en fait de cette série, c'est-à-dire que c'est un produit Netflix complètement aseptisé qui a pas grand-chose d'intéressant à raconter. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, le mec? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est notre premier épisode qu'on enregistre, mais c'est le deuxième qui va sortir, donc c'est ça qui est un peu bizarre. Vrai. Mais donc du coup, oui, ça va. Techniquement, c'est la première fois qu'on enregistre depuis la pause, il y a un mois maintenant. Donc oui, ça fait un bon moment. Et écoute, oui, ça va, content de revenir avec notre première critique de la saison, voilà, qui est sur mercredi saison 2. Donc on revient avec une série. Oui, c'est ça, qu'on revient avec une série. Est-ce que c'est la série de l'année? Je sais pas. On verra. Peut-être, ouais, qui sait. Et après, on blasphème un peu puisqu'on enregistre ça un mardi et on va sûrement pas sortir l'épisode un mercredi. Donc, je sais pas si on blasphème un petit peu la série Ista. Mais voilà. Ah, oui, ok. Est-ce que la famille Adams, c'est quelque chose qui est cher à ton cœur? Parce que je crois tout le monde connaît un peu la famille Adams, de base, je pense, dans l'imaginaire collectif. Mais toi, c'est quoi pour toi la famille Adams, Ista? C'est des films d'enfance, surtout les deux avec comment il s'appelle, l'acteur qui est décédé, je sais plus. Les films de l'époque, quoi, les deux films avec Christopher Lloyd en Fétide et tout là, avec Christina Ricci en Mercredi, tout ça. Moi, c'est des films de mon enfance. C'est des films que j'aimais beaucoup et tout. En plus, j'aimais bien le délire un peu gothique et tout. Et c'était drôle. En plus, il y avait ce délire c'était une famille bizarre, mais dans un monde un peu normal. Et même, il y avait un dessin animé que je regardais à l'époque. Voilà, il y avait une série d'animations, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de séries d'animation dérivées de films. Il y avait eu Beetlejuice aussi, il y avait eu pas mal il y avait eu The Mask et tout. Et ouais, il y avait eu La famille Adams. Et ouais, à l'époque, j'aimais bien. Je sais que dernièrement, il y a eu d'autres adaptations. Il y a eu des films d'animation en 3D, là. J'ai pas vu du tout. Je sais pas ce que ça vaut. J'en avais pas entendu du bien. Ça avait pas l'air fou, hein. Ouais, mais vraiment, les films de l'époque, c'est vraiment des films d'enfance qui m'ont pas mal marqué. Et là, qu'on me disait, on m'aurait dit dans les années 90, Burton plus La famille Adams, j'aurais été comme un fou. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Tu sais que mon cœur a failli s'arrêter quand t'as dit l'acteur qui est décédé, parce que je croyais que tu parlais de Christopher Lloyd. Je dis, attends, je suis pas au courant de ça. Non. J'ai dit là, l'acteur qui jouait, oui, Gomez. Oui. Le père, oui, c'est vrai. Mais je sais pas, du coup, j'ai pensé à Christopher Lloyd et j'ai fait, non, je crois pas, je crois pas qu'il est, ou alors je suis pas au courant. Mais, pareil, moi, La famille Adams, les deux films des années 90, de Barry Soderfeld, je sais plus son nom, mais en tout cas celui qui a fait Men in Black. Donc moi je les aime beaucoup en fait, parce que La famille Adams c'était des nouvelles, je crois, à la base, puis après c'est devenu une série qui est une vieille série, et puis après voilà, ils ont fait les films dans les années 90, et c'est marrant parce que c'est des productions, voilà, les deux films de La famille Adams et Les valeurs de la famille Adams sortis dans les années 90, c'est vraiment des productions qui ont vu le jour grâce aux productions gothiques en fait de Tim Burton, en fait, je pense. Et leur succès, quoi, de Batman, de Beetlejuice, Edouard Main d'Argent, de tous ces films là que Tim Burton a un peu popularisé ce genre de film. Voilà, c'est devenu un gros réal, et je pense que c'est pour ça que les films ont vu le jour. Et d'ailleurs, il aurait pu réaliser, il me semble, le premier film, mais il était sur Batman le défi, donc il a pas pu faire le film. Mais Batman le défi, c'est génial, donc c'est pas grave. C'est pas grave, il a quand même bien fait de faire Batman le défi quand même. Et moi, je les ai revus là, les deux films La famille Adams, parce que je les ai pas vus depuis des années. Et j'aime bien en fait, j'aime bien La famille Adams, je trouve que ça tient toujours, quoi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment le décalage entre la famille Adams et les autres personnages qui sont plus traditionnels, on va dire. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est une famille en fait qui va à contre-courant en fait de la famille traditionnelle américaine, etc. Et c'est marrant parce qu'en regardant les deux films, je me suis dit c'est marrant parce qu'on est dans les années 90, est-ce que c'est pas un peu des portraits de geeks en fait dans les années 90, ces personnes là qui sont complètement asociaux, quoi.
Ouais, voilà, cloîtrés chez eux, tu sais, qui sont en plus un peu très créatifs, etc., tu vois, et qu'on méprise évidemment parce qu'ils sont un peu déviants, etc. Et je me dis, il y a un peu ce truc-là, je pense, dans les années 90, de l'émergence des geeks, etc. Et que il y a peut-être c'est surtout à ça que ça m'a fait penser, quoi. Mais ouais, les films tiennent vraiment la route parce qu'il y a plein de gags, en fait, que ce soit verbal ou verbaux plutôt en pluriel ou visuel, en fait, qui marchent super bien, des tac au tac qui sont super, des sketchs, et c'est des films très cartoonesques en vrai, avec des super interprétations à la Christopher Lloyd en Fétide, il est génial, mais tout le reste, enfin, du casting, c'est vraiment du 5 étoiles. Après, oui, les films sont un peu brouillons dans leur histoire, c'est-à-dire que ça tient plus sur des successions de moments, surtout le premier, le 2, il se tient un peu mieux, mais voilà, c'est surtout des successions de scènes, de moments, etc. Et l'histoire, on se perd un peu, etc. Moi, j'ai préféré le 2, là, vraiment, à la revoyure, le 2, j'ai vraiment plutôt bien aimé. Okay. Vraiment, parce qu'en fait, c'est celui où ils vont à la colo, c'est ça, hein? C'est ça, où les enfants vont en camp de vacances, etc., camp un peu de vacances, où ils tombent sur des petites blondes ultra cato, riches, etc. Ouais. Et je trouve que en fait, c'est là où est le meilleur la famille Adams, c'est dans le décalage pour moi, et c'est vraiment dans le camp de vacances, c'est super, quoi, où à la fin, mercredi se retrouve avec tous les mis de côté, entre guillemets, donc t'as le gros, t'as le noir, tu sais, avec tous ceux en finale, et se retrouve en fait avec tous les outcasts de ce genre-là, et je trouve que ça marche super bien, en fait. Et la méchante du film du 2, elle est incroyable, quoi. Genre, vraiment, c'est une espèce de bimbo blonde, en fait, qui tue tous ses maris pour avoir leur argent, et c'est génial parce qu'elle tombe, elle veut avoir Fétide, mais Fétide, il arrive toujours à s'en sortir, à chaque fois il fait exploser la maison, tu sais, la baraque et tout, et Fétide, il s'en sort toujours, et elle est super, l'interprète et tout, donc ouais, moi j'aime beaucoup les films. Tim Burton, Ista, c'est une histoire compliquée, hein, entre nous, on en a déjà parlé dans l'épisode Beetlejuice, mais après je pense que t'es d'accord avec moi que bon, ses meilleurs films sont loin derrière. Bah c'était un dieu dans les années 90, quoi. Il sortait que des chefs-d'œuvre, hein. Enfin en tout cas des films qui sont devenus cultes. Enfin il y en a beaucoup, hein, quand même. Donc ouais, mais après les années 2000, c'est devenu un peu plus compliqué. Même s'il y en a, ils aiment bien quand il est avec Johnny Depp, mais je trouve que ouais, quand il y a la période un peu Johnny Depp et comment elle s'appelle, Helena Bonham Carter. Voilà, tous les films là, c'est un peu mid, en fait, je trouve. Ouais, les années 2000, quoi. La plupart des années 2000. Voilà, les années 2000. Bah oui, bah après. Oui, parce qu'avec Johnny Depp, il y a Edouard Armand d'Argent, il y a le biopic là qui est super, Ed Wood, voilà et tout. Donc. Oui, mais après, c'est marrant parce que tout le monde s'accorde à dire que c'était mieux avant Tim Burton, mais c'est juste le moment où ça a flanché que les gens sont un peu pas trop d'accord, tu vois, ou se disputent un peu ça. Moi, c'est vraiment après Big Fish. Enfin, Big Fish, moi, j'aime bien. Et puis après, oui. Je trouve que c'est compliqué, quoi. Mais après, il y a des gens qui sauvent d'autres films, Charlie et la chocolaterie, trucs comme ça. Moi, je trouve que déjà, ça sent mauvais, quoi. Mais en fait, c'est tout le passage au numérique qui est complètement raté, je trouve, pour Tim Burton, quoi. C'est-à-dire, on arrive à des horreurs comme Alice au Pays des Merveilles, là, qui est sorti en 2010 et qui est, ouais, un film très très moche, voilà, pour le dire gentiment. Pour le dire très gentiment. Et en fait, on a l'impression qu'il a plus rien à raconter de pertinent, quoi. Moi, j'ai l'impression que Big Fish, en plus, c'est un peu un film somme, entre un peu un film d'au revoir, tu vois, tout ça. Et qu'après, en fait, il est devenu une marque plus qu'un réal, en fait, Tim Burton, parce qu'il a toujours d'énormes fans, hein. Tim Burton, c'est un truc de fou, hein. Même encore aujourd'hui, en France aussi, c'est un truc de malade. Moi, je trouve que Tim Burton, c'est un créateur d'univers assez fou. Voilà, il a commencé dans l'animation, il a travaillé pour Disney, etc. Et voilà, il était hyper identifié du grand public parce qu'il a un univers hyper singulier directement. Je crois d'ailleurs que c'est un des réals les plus connus, les plus identifiés du monde, avec Steven Spielberg, Tarantino, etc., quoi. Et il a fait des films que j'adore, hein, vraiment, dans les années 80, 90. Voilà, moi, Edouard Romain d'Argent, je trouve que c'est presque un chef-d'œuvre aussi. Batman le défi, bon, voilà, Batman le défi. Moi, qui adore Batman, Batman le défi, je trouve que c'est génial. Et puis il a fait plein d'autres films au moins intéressants, que peut-être que un peu moins. Moi, je le trouve incroyable. Ouais, hein. bah après, tu vois, Mars Attack, j'aime moins que Batman le défi, tout ça, mais je trouve ça très bien. Enfin, je trouve ça bien aussi. Je trouve ça que c'est une comédie assez drôle, tu vois. En tout cas, il y avait toujours quelque chose d'intéressant, tu vois, Ed Wood, etc., Beetlejuice. Enfin, c'est des films que je trouve vraiment vibrants, quoi. Après, j'ai mes préférés, voilà. Mais je trouve que, en tout cas, il faisait des bons films, tu vois. En tout cas, ça, on pouvait pas le nier, quoi. Clairement. Du coup, il est passé à la série télé, mercredi. La saison 1, Ista, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je te le dis déjà, je vais pas trop en dire sur la saison 1, puisqu'en fait, la majorité des reproches que j'ai dans la saison 1, je vais les dire dans la saison 2. Donc, je vais te dire rapidement, moi, je trouve ça très plat. Je trouve que c'est une série qui est, voilà, la saison 1, c'était une série Netflix. En fait, ils ont Netflixisé complètement mercredi, j'y reviendrai après. Et ouais, bah, des personnages pas très fouillés, et je trouve que la série, bah, elle a rien de visuellement très très fort. En fait, c'est un peu l'impression de voir un Tim Burton
en sous-régime, mais c'est l'impression que on peut dire ça des 20 dernières années de Tim Burton, donc voilà. Après, il est pas à la réelle de tous les épisodes, donc voilà. Mais après, je reviendrai sur tous les défauts de la saison 1 avec la saison 2, puisque je trouve qu'ils ont les mêmes défauts. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé rapidement de la saison 1, Ista? Ouais, bah, en fait, c'est surtout Carrie par Jenna Ortega qui est quand même chouette dans le rôle, je trouve. Mais moi, j'ai trouvé que tous les personnages autour d'elle étaient un peu inexistants, en fait. Ils avaient pas grand-chose à raconter. Et en fait, ça tournait vraiment autour du personnage de Mercredi. Mais après, oui, il y a un problème sur... on en parlait tout à l'heure. Le décalage dans les films à Famille Adams avec les normies, comme ils disent dans la série. Bah là, il est pas là parce qu'il n'y a pas tellement de normies. Au final, c'est que des outcasts entre eux. Donc bon, ça enlève tout l'intérêt de la Famille Adams, quoi. Donc au final, ça devient Harry Potter bis en moins bien, quoi. Et moi déjà, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, alors bon, c'est compliqué. Voilà. Ista qui commence l'année en se mettant une autre communauté à dos. C'est bien, c'est super. Et bah pour cette saison 2, Jenna Ortega est passée productrice, voilà, de la série, parce qu'elle a, je sais pas, voulait mettre sa main à certaines choses. Après, elle a dit, je crois que pour accentuer le côté horrifique, etc. Bon, ah oui, je me souviens de ça. Ouais. On verra hein, ce qu'on en pense. J'ai pas trouvé de trucs sur le budget. Mais bon, je pense qu'il doit être conséquent pour la saison 2 quand même, vu le casting qu'ils ont, vu le succès de la saison 1, etc. Je pense que voilà, ils ont dû un peu péter le budget. Et ça, je te propose de passer à la critique de Mercredi saison 2. Allons-y. C'est parti. Mercredi Adams est là. C'est Adams avec 2D, comme dans Addiction macabre. 3 ans après la première saison, Mercredi a fait son retour sur Netflix et les ennuis ont vite suivi. Pour cette deuxième année, à la Nevermore Academy, Mercredi n'a pas chômé. Elle a passé l'été à traquer un tueur en série joué par Haley Joel Osment avant d'entamer une nouvelle enquête, et sa meilleure amie Enid, la solaire louve-garou jouée par Emma Myers, a fait l'objet de l'une de ses visions annonçant la mort de son amie. Jenna Ortega, Hunter Douhan, Emma Myers, Louis Guzman, Catherine Zeta-Jones, Gwendolyn Christie, Steve Buscemi et un tas d'autres acteurs hyper cotés, parce que là ils ont pété le budget. Il y a Christopher Lloyd, etc. Il y a plein d'acteurs. Et il s'agit de poser la traditionnelle question, voilà, de retour pour une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Mercredi saison 2 sur Netflix? Bah, la même chose que la saison 1. Je trouve que c'est d'une platitude absolue. Voilà. C'était en fait... C'est une série qui me procure aucune émotion. Je suis devant et en fait je la regarde passer comme tu regardes passer le train, quoi. Et voilà. Et tu fais OK, bah je regarde la suite. Mais j'avais quand même envie tu vois de voir la suite à la fin de chaque épisode. Donc ça, je pense que Netflix ils sont forts quand même pour ça, pour que tu fasses un peu du binge watching, enfin voilà quoi, et que t'enchaînes les épisodes. J'ai trouvé aussi que il y avait des trucs un peu lourds, quoi, sur des persos. Enfin, l'écriture elle est un peu nulle, et puis il y a tout ce truc à la Netflix. Ça, on en avait parlé il y a pas longtemps, je crois. Il y avait des trucs qui étaient sortis sur des rapports comme quoi il y a les séries Netflix où les persos font exprès de dire ce qui se passe pour que voilà le spectateur lambda, on va dire, pendant qu'il fait son ménage, il fait la vaisselle et tout, il peut regarder la série comme ça, comme les personnages ils disent ce qui se passe. Bah t'as pas besoin tellement de regarder les images. Donc bon voilà. Et ouais, au final, je trouve que c'est vraiment la série Netflix pure dans son à 100%, quoi. Enfin, il y a pas plus Netflix que ça. Et en fait, moi, ça me fatigue un peu, quoi. Donc pas ouf. Mercredi sur Netflix, en fait, c'est un peu tout ce que j'attendais en fait de cette série, c'est-à-dire que c'est un produit Netflix complètement aseptisé qui a pas grand-chose d'intéressant à raconter pour les teenagers, quoi. T'as l'impression, mais en même temps, il le fait pas si bien que ça. T'as dit qu'il y a ce côté Harry Potterisé, c'est vrai, sauf que c'est jamais vraiment poussé, c'est jamais vraiment abouti, et c'est pas vraiment intéressant en vrai. Ce qu'il propose de faire de la famille Adams cette espèce dans cette espèce de Poudlard du pauvre, etc., avec des trames, etc., qui sont les mêmes, mais en fait c'est un peu ennuyeux, quoi. Et après visuellement, oui, Tim Burton il est aux abonnés absents, quoi. Après bon, c'est une série télé, il fait pas tous les épisodes, mais là il y a plus rien. J'ai l'impression de voir un sous Tim Burton encore qui revient. Il y a tous les travers en fait du produit Netflix qui sont là, quoi. Le rythme hyper effréné, il y a je sais pas combien d'intrigues, mais en même temps il y en a aucune qui est creusée vraiment. Pareil pour les personnages, il y a une multitude de personnages que en fait j'aimerais apprécier, j'aimerais me poser avec, mais ça se pose jamais vraiment. Et en fait la série, moi elle commence à m'ennuyer sérieusement, parce qu'il y a tellement une volonté de rythme, de binge watching, etc., que en fait moi au final ça me procure l'effet inverse. En fait ça m'ennuie. Reste un petit peu les comédiens, oui, qui se donnent, mais ils peuvent pas sauver je pense ils peuvent pas sauver le néant en fait dans lequel ils sont, quoi, en fait dans Mercredi, quoi. C'est assez dommage, quoi. La saison
a été coupé en deux parce que produit Netflix oblige, ils sont obligés de couper les séries en deux alors qu'ils pensent pas du tout les séries comme ça, je suis sûr en plus. Je suis sûr qu'ils font la série, ils disent allez vas-y on coupe en deux. Et en vrai, bon moi ça a pas trop changé parce que j'ai rattrapé un peu toute la série d'un coup, etc. Quasiment. Mais toi t'avais suivi le début de la saison 2 et puis après t'avais suivi la fin, c'est ça? J'ai regardé ça pas très longtemps avant la sortie de la deuxième partie. Hein. Après, elle est sortie un mois après. J'ai pas attendu longtemps. Ouais, même pas. Non, mais j'ai pas regardé la sortie, la saison 1. Là, pas la saison, la partie 1, pardon. La partie 1 de la saison 2. Mais après, moi, j'ai pas l'impression que c'est à l'avantage de la série, parce que j'ai pas l'impression qu'elle était pensée comme ça. Et moi, vraiment, la première partie, en fait, là, j'ai l'impression qu'elle avance pas du tout. Donc, et je pense que les gens ont été frustrés, d'ailleurs, de cette première partie, en fait, de mercredi, de la saison 2. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça avance pas. Ils ont coupé la série en deux. Et je crois que la hype a un peu redescendu très vite pour la saison 2. Et ouais, je sais pas si ça va rester une de leurs séries phares, mercredi. Je sais pas du tout. C'est vrai je crois qu'on a eu des chiffres comme moi, ça avait fait moins bien que la saison 1, non? Il y a quelque chose comme ça. La deuxième partie, ouais, je crois que ça a moins bien commencé, hein. Ouais. Après, ça reste quand même des chiffres pas dégueux, je crois. Oui, c'est énorme. Mais ouais, peut-être que les gens vont, ouais. En plus, la saison 2 est sortie quand même 3 ans après la saison 1. Moi, j'avais pas l'impression que c'était si loin, que ça faisait si longtemps que c'était sorti. Après, c'est parce qu'on regardait pas, en fait. Ouais, peut-être ça aussi. Et ouais, donc déjà c'est long, hein, comme laps de temps entre les deux saisons. Il y a des gens qui ont grandi, peut-être ils se disent bah non, maintenant je suis plus vieux, j'ai pas envie de regarder mercredi. Je sais pas, mais ils ont peut-être pas assez capitalisé assez vite sur la saison 2, quoi, qui est arrivée très tard. Après, le truc, c'est que maintenant, comment les séries sont faites, c'est qu'ils attendent de voir les chiffres, quoi. Donc, ils ont attendu de voir que la saison sorte. Puis, une fois que la saison est sortie et qu'ils ont vu le succès, et après, ils ont lancé la saison 2, donc la phase d'écriture. Puis après, en plus, Jenna Ortega, elle était demandée partout. Surtout que la saison 2, ils ont ramené plein de gros acteurs. Donc, je pense que préparer un planning, d'organiser le tournage, de faire tout ça, évidemment que ça prend du temps maintenant, en fait. C'est ce genre de série. Après, la saison 3, je pense qu'elle arrivera plus tôt, je pense. Mais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, là, je sais, moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que la série va réussir à retenir son audience, parce que je pense qu'elle a un noyau dur quand même, qui est assez fort. Maintenant, bon, on verra. Il y a une grosse base de fans. Hein. Ah oui, complètement, quoi. Pour parler un peu de la série, on a parlé de Tim Burton. On est tous les deux d'accord pour dire que, vu les ambitions de la série, ce que ça convoque, je trouve visuellement, donc le côté gothique, la famille Addams, avec un univers fantastique, des loups-garous, etc., et un budget, je pense, qui est plutôt pas mal, c'est quand même assez décevant en termes de mise en scène, c'est-à-dire qu'il pourrait faire tellement plus de trucs que ouais, enfin, tu l'as dit, mais tout est plat, tout est impersonnel, en fait, tout fait trop lisse Netflix, quoi. En fait, t'as l'impression qu'il y a un filtre Netflix où on te dit que, de toute façon, on sait qu'il y a des séries et des films qui sont faits par des producteurs avec des indications claires. Faut que ce soit fait pour les TikTok, faut que, tu sais, il y a plein de trucs comme ça, tu sais, faut que, je crois qu'il y avait un truc comme quoi, il y a des plans, faut qu'on voit que l'acteur, en fait, ou je sais plus quoi, je sais plus, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des trucs aussi des indications que certains qui ont travaillé chez Netflix ont révélé, c'était que des fois les personnages devaient être en mouvement pour qu'on ait l'impression que quelque chose se passe. Tu sais, quand ils parlent, faut qu'ils bougent. Ah oui. Alors que ça a pas de sens qu'ils bougent, qu'ils avancent dans le cadre, pour que il y a un sentiment de quelque chose qui se passe, même à l'écran, tu vois, pour pas que tu changes de chaîne, quoi. Enfin, et j'ai vraiment l'impression de voir ça. Enfin, il y a des discussions de mercredi dans sa chambre ou avec Agnès ou quoi, où des fois les persos avancent vers la caméra, comme ça, sans aucune raison, tu vois. Et il y a plein de moments comme ça où je me dis, mais ça, c'est vraiment des indications Netflix pour pas que tu changes de programme, quoi. Et c'est vraiment, enfin, c'est décevant. Ouais, ils veulent que ce soit dynamique tout le temps, que ça bouge tout le temps, et que tu t'ennuies pas, en fait. Ils veulent pas que tu t'ennuies, donc. En fait, c'est pour cacher le fait que le fait que la série est creuse comme pas possible, et pour faire croire qu'en fait, il se passe des choses, ça bouge, ça parle, et non, en fait, non. Ça me fait penser à Star Wars 9, il y avait un peu ça, hein, où ça arrêtait pas de bouger avec des quêtes et tout. Tu sais, je trouvais qu'il y avait ça dans Star Wars. Ouais, il y a quand même un peu plus de cinéma quand même dans Star Wars, alors que je suis pas fan. Oui, je pense quand même. Bon, quand même, J.J. Abrams, voilà, il avait quand même des plans, des compositions, etc., des scènes pas mal. Mais je vois un peu l'idée, parce que il a cette idée-là, J.J. Abrams, après il vient aussi de la télé, hein, mais de dynamisme, en fait. Et même Star Wars 7, il y a ce truc-là où la caméra, elle bouge souvent, les personnages sont souvent en mouvement, faut que ça avance, enfin, tiens, pour créer des sentiments d'urgence, il y a un peu ce truc-là, je vois un peu ce que tu veux dire. Mais bon,
Le truc, c'est que Star Wars 7 et Star Wars 9, c'est souvent dans la logique d'une scène, alors que là, c'est étendu sur 8 épisodes de 1 heure où, en fait, les personnages parlent de rien. Donc, tu te dis, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Et même Tim Burton, au niveau de la DA, je trouve ça un peu sage, quand même. Même s'il y a quelques trucs. C'est très sage. Mais bon, c'est le Burton des années. Ouais, des 20 dernières années. 2010, quoi. ouais. Mais bon, ils te mettent une forêt, une crypte, voilà. Je trouve qu'il y a rien de neuf, tu vois. Il y a pas un truc où je me dis, ah là, peut-être, ça peut changer. Non, je suis en train de réfléchir, mais effectivement, et je trouve qu'il y a pas d'effort aussi, parce que la série se rapproche beaucoup d'Harry Potter. Mais à la fin, ça m'a marqué, c'est qu'à la fin, ils te disent, ouais, que l'année est finie. Et je dis, mais j'ai pas du tout eu l'impression qu'il y a un an qui est passé, tu vois. Genre, ouais. Mais c'était bizarre, dans la saison 2, il y a pratiquement pas de scène où ils sont en classe, en fait. Ah, mais ça, alors c'est fou parce qu'il y a plus de scènes dans Harry Potter, de scènes où ils sont en classe dans un film que dans ce film-là, quoi, en fait. Et en fait, et même le côté, bah, tu sais, t'es en plus dans un univers un peu fantastique, etc., gothique, tu vois jamais les saisons qui changent, tu vois. T'aurais pu faire un truc avec les saisons qui changent pour te faire comprendre que, en fait, bah, l'année avance, tu vois. Mais j'ai même pas remarqué ça, quoi. J'ai même pas ressenti les saisons qui passent ou quoi, ou qu'un an a été passé avec les personnages. À la fin, on te dit, ah, c'est la fin de l'année. Tu fais, mais attends, tout ce qu'on a eu, c'est pas passé sur un mois, ça s'est passé sur un an. Ouais, mais ouais, moi j'ai l'impression que ça se passait sur une semaine. Enfin, j'ai pas compris non plus à la fin. J'ai fait, comment ça? Et en fait, ouais, bah, y a pas du tout, Parce que le début de sa série, elle arrive au début de la saison 2 pour la nouvelle année. Mm-hmm. Et dans le dernier épisode, ils partent pour... Et genre, l'intrigue, elle commence direct. Enfin, genre, ce qui s'est passé, ça a duré un an. Oui, mais c'est fou. Du mal à y croire, quoi. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a un problème de mise en scène encore, tu vois, de représenter visuellement le temps qui est passé, quoi. Mais en même temps, il se passe tellement de choses dans la série à un rythme effréné, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression que tout s'enchaîne vite dans la même semaine. Il se passe ci, il se passe ça, il se passe ci. Et en fait, à la fin, tu te dis, ah putain, on est déjà au gala et tout. Mais attends, il y a pas une année qui est passée. Et puis comment ils ont validé leur semestre, là? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais non, mais après, c'est un peu mais bon. C'est un peu de ouais, j'ai l'impression que l'école, en fait, c'est vraiment juste un décor, quoi, parce qu'au final, ils s'en servent pas pour raconter grand chose à part avec les directeurs, quoi, à chaque fois, mais après, c'est juste pour avoir ce côté Harry Potter, quoi, en fait, dans les visuels, quoi, avec les professeurs un peu bizarres. Bah non, pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, on sent que c'est vraiment un vernis pour le coup. Après, Burton, on le retrouve vite fait dans quelques séquences. Dans le côté aussi décor en dur, parce que là ils ont quand même fait un travail sur les décors, voilà. Il y a la chambre de Enid et de Mercredi avec tu sais le design de la moitié Mercredi, la moitié Enid, etc. Il y a des prosthétiques aussi sur le zombie, etc. Il y a un peu ça, mais la mise en scène met tellement jamais rien en valeur. Des fois, t'as l'impression que les environnements, ils sont tellement vides. T'as l'impression que, enfin, comme tous ces genres de productions, en fait, t'as l'impression que c'est un lieu qui aurait pu être habité. Tu vois, comme Harry Potter, où t'as vraiment, le Poudlard, par exemple, ça, dans tous les films, ils ont réussi quand même à nous le rendre vivant avec ces escaliers qui bougent. Enfin, il y a vraiment le fantôme dans les cadres. C'est ça, tu vois, il y a plein de trucs qui bougent, la salle des fêtes, c'est énorme, etc. Ici, c'est beaucoup plus vide, c'est beaucoup plus mou dans la mise en scène pour mettre en valeur tout ça, quoi. Et par contre aussi, les effets numériques, il y en a qui sont un peu dégueux, hein, quand même. Je trouve que il y a certains effets numériques sur Tu penses à quoi? Ah, sur la fin, quand Tyler, il se transforme en, comment il s'appelle, là? Ouais, Tyler, oui, bah, c'est en Hyde, non? Ouais, c'est ça, en Hyde et tout. Des fois, c'est un peu, tu fais, ah, là, c'est un peu gênant, quoi. C'est un peu, voilà. Et le loup-garou aussi d'Enid. Tu te dis, ah, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas au niveau du dragon de The Witcher, ça va. Mais, ouais. Ça passe, tu vois, mais oui, c'est pas ouf, quoi. Même si, voilà, dans le Hyde, il a mis un peu sa patte Tim Burton, les gros yeux, voilà, on voit un peu les gros yeux qu'il aime bien mettre et tout, mais... Il y a aussi le court-métrage d'animation au début de la saison 2, là, dans le premier épisode. Ouais, qui a un peu été partagé partout sur les réseaux sociaux, voilà. Là, tu retrouves un peu Burton, quoi, mais... En fait, il y a des petits moments, mais c'est vraiment... C'est ça, mais il y a les flashbacks aussi en noir et blanc, où il avait fait ça aussi dans Beetlejuice, dans son dernier film, où il y avait ces flashbacks en noir et blanc, et là, il reprend un petit peu ça, mais c'est tellement succinct, c'est tellement peu que voilà, quoi. D'ailleurs, Jenna Ortega qui disait que ça allait pousser les potards de l'horreur, etc., bah non, enfin je trouve pas tellement plus que la saison 1, quoi. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi j'ai pas l'impression, quoi. Non, bah j'ai pas trouvé, peut-être qu'elle disait ça sur le personnage de Lady Gaga qui est là pendant 30 secondes. Mais après, est-ce qu'ils disent pas ça aussi pour le début de la saison, genre les 20 premières minutes, où Jenna Ortega elle traque un tueur en série,
là dans la saison 2, et je trouve que l'humour et le côté un peu horrifique marchent mieux à ce moment-là. Et j'ai l'impression que et c'est tellement et c'est marrant parce que c'est tellement décorrélé du reste. Peut-être t'as l'impression que c'est peut-être Jenna Ortega qui dit j'aimerais bien faire cette séquence et ils l'ont fait. Mais le côté elle qui traque un peu un tueur en série, c'est n'importe quoi. Hein. Mais je trouve que c'était un peu fun, et il y a un passage à l'aéroport où au début qui est assez drôle, et je retrouve un peu l'humour et les gags un peu visuels, et en même temps tac au tac en fait de parler en fait d'avoir des joutes verbales etc. à la famille Addams dans ce début quoi. Il y a même un accident de la route qui est complètement abusé, qui est surréaliste au début quand ils vont aller à l'école et tout. Et je dis putain là il se passe un truc, tu vois, genre là ils ont un peu retrouvé l'esprit famille Addams, et malheureusement ça redescend très vite quand ils arrivent à Nevermore et tout, mais ouais, mais le problème c'est Nevermore, dès qu'ils sont à l'école et qu'ils sont avec les gens qui sont bizarres aussi, bah en fait il y a plus rien, parce que dans la saison 1 il y avait aussi le truc des piranhas là dans l'école au début. Oui. Ouais, tu te dis c'est pas mal, ça marchait bien aussi, tu vois. Ouais. Et en fait tu te dis mais sortez de cette école. Bah c'est ça, ouais. Et le pire c'est que la fin tease qu'ils vont aller ailleurs. Je suis sûr qu'ils vont aller ailleurs les 20 premières minutes, et puis ils vont revenir. Il y a moyen que ce soit un truc comme ça dans la saison 3. Bah ouais, parce que moi, ça me donne un peu d'espoir quand même, ce qu'on voit à la fin. Je me dis, la saison 3 peut être intéressante puisqu'elle peut être différente. Mais t'as peut-être raison, parce que je me dis, tous les persos secondaires, là, la sirène, le mec de la méduse et tout, enfin, ils vont être où, ces persos-là? Ils vont pas ils vont être là, ils vont revenir, mais bien sûr, tu vois. Ouais. Mais il faudrait qu'ils sortent de cette école. Ou là, on va y avoir une ellipse, et en mode, voilà, elle a passé ses vacances, et puis hop, c'est la nouvelle année, quoi. Et avant de parler du côté Harry Potter et du programme Netflix qu'on retrouve partout, il y a un truc que je veux revenir. Les reprises de musique dans la série. Ah oui. Je trouve ça d'une gênance. Quand ça reprend Zombie de Cranberries, d'accord? Parce qu'il y a un zombie, faut arrêter de faire ça, d'accord? Faut arrêter de mettre Zombie de Cranberries quand il y a un zombie. D'ailleurs, plus personne fait ça. Zack Snyder, il avait fait ça dans Army of the Dead. Dans le dernier film Netflix, et tu fais déjà Zombie de Cranberries, ça ne parle pas de zombies, ça ne parle pas de ça, faut arrêter. Mais surtout, enfin, tu dis mais quel cliché quoi. Et puis je crois que tu tapes la chevauchée des Valkyries, etc. là, au bout d'un moment. Il y a dans la saison 1, il y a Nothing Else Matters de Metallica au violon aussi. T'as dû péter un câble, mais genre, et puis ils se veulent évidemment un côté jeune, un côté TikTok, évidemment qu'ils vont mettre les trucs de la K-pop. Il y a les chansons du groupe coréen Blackpink. Donc là ils ont mis Blackpink, voilà, parce que c'est très populaire sur TikTok, etc. Évidemment il y a ce côté TikTok là, et là on retrouve déjà les trucs balisés. Mais l'utilisation de la musique dans cette série, je te jure que t'as envie de te foutre en l'air. Franchement c'est horrible quoi, je trouve. Ouais. Tu parles, tu sais que je me demande si, est-ce que tu prends, tu sais comme t'avais fait pour Karate Kid là, ouais. Si tu prends la série et tu mets le format TikTok, est-ce que t'as pas tout le temps quelqu'un qui bien cadré et tout Non mais franchement, je suis prêt à parier 100% qu'il y a plein de scènes qui sont comme ça, hein, c'est sûr. Mais voilà, pour parler de le côté Harry Potter, on l'a déjà cité plein de fois, mais effectivement, ils essayent d'Harry Potteriser en fait mercredi. Déjà de leur mettre dans une école avec plein d'enfants particuliers, c'est un peu ça. Mais là, la saison 2, c'est encore pire, parce que maintenant, il y a des gens qui maîtrisent le feu, voilà, qui balancent des boules de feu. Il y a des gens qui font voler leurs bâtons, voilà, comme comme dans Harry Potter. Et tu fais, mais attendez, quoi? Il y a des manipulations de gens, il y a des têtes flottantes, enfin, je veux dire, il y a des profs, et les profs, évidemment, bizarres, etc. Et la plus gros truc qui fait penser à Harry Potter, c'est la distinction normie outcast, qui fait penser à la distinction moldu sorcier dans Harry Potter, qui est voilà un des gros trucs d'Harry Potter. Et comme tu l'as dit, en fait, mettre mercredi, qui est censé être l'élément bizarre, en fait, au milieu de plein de gens bizarres, parce que là on a des sirènes, des monstres, des méduses là, des médusas là, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de gens bizarres. Tu te dis du coup mercredi, elle perd un peu de son non-anticonformisme, de son côté un peu décalé quoi. Et tu sais quoi, pourquoi pas en vrai. Je trouve que l'idée est pas pertinente et tout, mais si c'est travaillé, peut-être que t'as une idée derrière la tête, tu vois, de se dire ok, je vais la mettre avec plein d'outcasts, ça va faire quelque chose de différent. Mais ce qui est extrêmement bizarre, c'est que dès que tu rentres dans cette école remplie d'outcasts, en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est une école tout à fait normale, en fait, avec tous les codes du lycée, en fait, américain traditionnel, avec les groupes des populaires, le mec qui est un peu mis de côté parce que, il est un peu moche, il a un appareil dentaire, donc, voilà, il s'intéresse aux abeilles, donc oui, effectivement, c'est un geek, quoi. Sur le côté, tu fais, putain, mais tu me vends des outcasts et des gens qui sont un peu différents pour au final, en fait, c'est les mêmes putain de tropes de tous les lycées américains, et tu fais, franchement, c'est pas très intéressant, quoi, de faire ça, quoi.
Ah bah non, clairement, oui, c'est exactement la même chose, effectivement. Et j'ai quand même l'impression qu'ils voulaient faire que... Parce qu'ils disent, il y a un perso qui dit à un moment, ah ouais, c'est bizarre d'être une outcast encore plus bizarre que les autres et tout. Tu vois, ils font genre aller plus bizarre que les autres. Mais c'est ça, en fait, qu'ils essayent de faire. Mais en fait... Mais après, je reviendrai après sur le personnage de Mercredi. Mais en fait, ils se retrouvent bloqués sur un truc. En fait, ils ont fait le côté Harry Potter, mais en fait, ils peuvent pas l'assumer. Du coup, et puis évidemment, faut faire le programme Netflix. Et le programme Netflix, c'est des séries ou des films lycéens complètement lambda, romantiques. Donc du coup, t'es obligé d'aseptiser tout ça. Et en fait, ça rend un truc que je trouve qui est complètement, enfin, qui matche pas du tout en fait la famille Addams. Parce que la famille Addams, c'est un truc des familles anticonformistes, etc. T'es obligé de mettre un truc un peu décalé. Et ils essayent un peu de faire ça, hein, mais ça revient vite. Je trouve que ça rejoint vite les rangs des programmes Netflix complètement banals, quoi. C'est-à-dire, et en plus, je trouve que la série mélange mais tous les trucs Netflix les plus populaires pour les teens, quoi. Le côté lycée teen, les romances de partout, là, on peut plus, l'enquête, tu vois, et un petit côté horrifique, tu vois. On te fait un petit melting pot de tout et en fait de rien, puisqu'en fait le côté horrifique il est jamais poussé, le côté enquête, il est flingué. Tu vois, les romances, t'as déjà vu ce genre de romances plein de fois. Enfin, pitié, mais les triangles amoureux, quoi. Surtout dans la saison 1, dans la saison 2, ils sont un peu calmés. Je pense que il y a moyen que Jenna Ortega ait calmé un peu le truc parce que son personnage, il était dans des triangles amoureux, etc. C'était insupportable. Mais tu te dis, oui, c'est vrai, oui. Mais Enid, elle en prend plein quand même dans cette saison-là. Le triangle amoureux insupportable, c'est un peu ça, quoi. Et en fait, t'as plein d'intrigues amoureuses chiantes, quoi. Et tous les clichés possibles, hein, voilà, sont mis de côté lycéen, banal, avec les groupes, etc., les gothiques, et c'est assez bon, quoi. D'ailleurs, je crois que Jenna Ortega l'a dit, en vrai, normalement, Mercredi, elle devrait finir avec Enid, quoi. Sur le coup. Je sais pas. Non, franchement, je dis, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la vision, en plus de l'amour, en fait, elle est très bizarre parce qu'elle tombe un peu amoureuse de Tyler dans la saison 1. Et tu te dis, mais Tyler, en fait, pourquoi elle tombe amoureuse de lui? C'est tellement pas Mercredi Addams, ça. Mercredi gentil, ouais, c'est bizarre. Non, mais en fait, c'est un mec qui est gentil lambda, un peu, tu vois. Mercredi Addams, dans la valeur de la famille Addams, elle tombe amoureux d'un gars qui est aussi bizarre que lui, quoi. Genre le mec il est un peu perché aussi, tu vois, mais parce que c'est ça Mercredi Addams, c'est une meuf un peu outcast et tout, elle peut pas tomber amoureuse d'un mec un peu lambda, enfin c'est pas possible, tu vois. Elle va forcément tomber amoureuse d'un mec un peu perché, etc. Il l'avait bien fait dans les valeurs de la famille Addams et ici, c'est complètement n'importe quoi. Si, il t'explique à la fin, elle dit je suis tombée amoureuse d'un tueur en série. Oui, mais voilà. elle est pas tombée du tout amoureuse de lui quand il était tueur en série, hein. Quand il était normal, elle est tombée amoureuse de lui parce qu'il voilà, il était normal et tout. Enfin, tu te dis, mais, enfin, bref, c'est. J'essaie de défendre un peu le truc. Oui, bon, tu fais ce que tu veux, hein. C'est vrai. Et puis, même le côté enquête, je trouve que tu sais pourquoi il y a un côté enquête? C'est pour faire des twists toutes les 10 secondes, en fait. C'est ça. Sûr. Oui, bien petit sûr. côté, on va te mettre plein de twists. Oh, les twists de fin d'épisode pour que tu cliques sur l'épisode suivant. Alors que, on sait très bien que ce genre de cliffhanger, ça mène souvent à rien à l'épisode d'après. Et bingo. Oui. C'est vraiment ça, quoi. Et là, il y en a un à la mi-saison, où c'est Jenna Ortega qui est censée être morte, entre guillemets, hein. Tu sais, on te met à la mi-saison, la saison 4, et donc t'es censé attendre un mois, mais tu dis, le show s'appelle Mercredi, je sais qu'elle va pas mourir là, donc en fait, arrêtez de me faire croire des trucs. Enfin, c'est insupportable, je trouve, cette manière de mettre des twists et des cliffhangers artificiels qui mènent absolument à rien, juste pour que tu continues à regarder, quoi. Ouais, ça vaut pas Hank qui est sur les chiottes et qui voit le papier. Ouais, mais ça, c'est de la dinguerie, ça. Le cahier. Mais parce que tu sais que ça va amener un truc, tu vois, et là, tu te dis, mais arrêtez de mettre, parce qu'ils mettent des cliffhangers tout le temps pour que tu sois en mode, oh mon Dieu, quoi. Et ça, je l'ai vraiment senti presque chaque épisode, quoi, ce truc-là, quoi. Ce truc du cliffhanger, oui, mais il y a du bait, quoi. J'ai envie de dire. Oui, mais c'est ça, pour que tu cliques après, vas-y, qu'est-ce qui va se passer? Oh putain, là, il y a une révélation de fou. Et puis, la première scène de l'épisode d'après, ils sont en mode, ouais, ok, il se passe ça. Et puis, en fait, tu passes à autre chose et tu fais, d'accord. En fait, ça servait à rien. Super, merci. Si, je sais pas, pour avoir un pic de curiosité et tout, mais en plus, il y a c'est ça. Bon, après, c'est pas nouveau, ça, chez Netflix. Déjà, le série Marvel de l'époque, il le faisait. Oui. Mais de toute façon, c'est juste cette volonté de binge-watching, hein, avec rebondissement tout le temps. Voilà, et le rythme des scènes, il m'énerve, ce rythme. Et j'ai l'impression que c'est le même rythme qui est asséné, je trouve, à la série. C'est vrai que ça se pose jamais, hein. C'est une série qui se pose jamais, qui reste tout le temps dans le même rythme, qui est... Ouais, c'est tout le temps pareil, hein. En fait, on n'a jamais le temps. Surtout cette enquête, tu vois. Au début, je me dis, je vais essayer de chercher. Et en fait, on n'a jamais le temps de réfléchir sur l'enquête tellement, en fait, on passe de sous-intrigue, à personnage, à truc. Puis en plus, ça se dilue parce qu'après, tu vas avoir des persos qui ont rien à voir avec le truc.
Et ça va à un rythme. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose à l'écran, qu'il faut jamais que et en plus, tu l'as dit, il faut jamais que le spectateur soit perdu. Donc, hop, t'arrives sur une autre scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai raté. Ah bah non, t'as pas raté, puisque le mec va t'expliquer, avec des dialogues surexplicatifs ce que t'as manqué. Voilà, tu peux ne pas manquer. Enfin, c'est impossible de louper quelque chose, en fait, dans cette série, quoi. C'est ça. Mais en plus, j'ai entendu des gens, ça c'est horrible, qui disaient, ouais, j'ai vu la série, j'ai pas trop aimé, mais je l'ai revue, en vrai, en faisant du repassage et à manger, et en vrai, ça va bien. Et j'ai dit, mais en fait, c'est fait pour ça. Mais c'est fait pour ça. Et je pense que quand tu repasses, ça doit pas être pas trop mal. Mais au pire, vous savez quoi, regardez des choses intéressantes aussi. C'est pas mal, hein. Moi, je pense que ça peut être vraiment bien, quoi. Non, juste, je dis, mais c'est dommage parce que Tina Ortega mercredi, ça marche quand même. Enfin, c'est pas. Mais je trouve pas qu'il y a des problèmes de casting, hein, mais. Le casting est pas dégueu, tu vois. C'est un peu dommage, quoi. Ils jouent des trucs un peu nuls, quoi. Mais c'est ça, c'est dans des trucs. Enfin bon, moi c'est en fait tous les personnages, il y en a très peu que on va dire j'ai vraiment été attaché, quoi. Et on en reviendra après sur les persos, mais c'est vrai qu'il y a une ribambelle de persos que j'en ai absolument rien à faire, je pense. Vraiment, tu peux en jarter vraiment la moitié, quoi. Et vraiment ça changerait rien pour moi, quoi. La plupart de l'école. Hein. Ah bon, ouais, pratiquement toute l'école. Franchement, ouais. mais je trouve ça un peu dommage. Je trouve les dialogues, surtout, je trouve, parce que dans la saison d'avant, je vais pas dire c'est le point fort, mais il y avait quelques tac au tac qui marchaient bien, où mercredi elle répondait à certains personnages et tout. Et là, je trouve que ils font moins de jeux de mots, tu sais, c'est un peu plus forcé. Je trouve que ça marche beaucoup moins bien. Les vannes, je les vois beaucoup plus venir, tu vois, que la saison 1 qui était déjà pas un modèle à ce niveau-là, tu vois. Et là, je trouve que tout est noyé sous les sous-intrigues et les sous-enquêtes, quoi. Parce que le truc, c'est aussi que mercredi, maintenant, elle a des amis, alors que la saison 1, elle découvrait l'école, tout ça, elle découvrait les gens. Après, tu dis que maintenant, il y a ces trucs-là, mais je trouve qu'il y a un recycle de la saison 1, vraiment dans la structure. Un peu, ouais. Qui est vraiment présente, quoi. Hop, la rentrée scolaire, des nouveaux profs un peu bizarres, la découverte de nouveaux élèves, et puis t'as les mêmes enjeux, t'as le méchant du 1 qui revient. Et en plus, et là, pour moi, la saison 2, elle est un peu pire, parce qu'en fait, c'est les mêmes problèmes que la saison 1, mais en plus, quoi. Il y a plus de persos secondaires, quoi. T'as plus d'intrigues. Parce que là, le nombre d'intrigues. Mais franchement, déjà, la saison 1, c'était fou, mais là, c'est un truc, ça va tellement dans tous les sens. Il y a tellement de nouvelles storylines. Ouais, au moins, la saison 1 se concentre sur un truc. Bah, déjà, ça partait un peu en couille, mais au moins, oui, c'est vrai que c'était un peu plus resserré, t'avais l'impression, quoi. Moi, je me souviens, je crois que t'arrives à l'épisode 3 ou 4, et t'as des nouvelles intrigues qui viennent, et je me dis, mais putain, mais là, calmez-vous, quoi. Il y a tellement de nouveaux personnes, nouvelles intrigues qui avancent déjà pas. T'as l'impression que ça avance pas, et à la fin, le problème, c'est qu'à la fin, t'as l'impression que tout se résout d'un coup, quoi. T'as plein de trucs qui arrivent d'un coup, quoi. Oui, ça se résout en 2 secondes, hein. C'est la storyline avec Bianca, Steve Buscemi et tout. C'est fini. Ils font quand même toute la saison. Ils essayent de te faire tout un truc et tout avec une secte là qui s'appelle Morning Song et tout. Ils en parlent et tout. Même ils en parlaient un peu dans la saison 1, je crois. Mais là, ils te font toute une storyline. Elle se règle en 5 secondes, quoi. Enfin, le final, le climax. Bah, c'est l'avant-dernier épisode et c'est 5 minutes. Mais en plus, le truc, c'est qu'ils te font un mystère avec Steve Buscemi. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il casse, qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, c'est tout pourri. On te dit que le mec, on fait un flashback avec lui qui est dans un club et qui convainc un mec et tout, et pour une histoire d'argent, tu fais, mais je m'en fous, ça. Enfin, je me dis, mais pourquoi ça s'est rajouté là? Mais t'es pas là pour ça, en fait. Mais tu dis, mais en plus, à la fin, bah là, enfin, je veux dire, t'as tout ce truc. Moi, je croyais que ça allait être lié à Tyler et je sais pas, il y a avant un truc, rien du tout, quoi. C'est juste une histoire nulle à dire. Et tu fais, voilà, quoi. Et vraiment, ça empile les intrigues. Et tu l'as dit, mais la sirène, ouais, c'est vrai, Bianca, t'es vraiment ce truc mis de côté avec sa mère, mais c'est jamais vraiment creusé. T'as l'impression que c'est là juste pour parasiter un peu l'intrigue. T'as le zombie dans la première partie. Je me dis, mais putain, pourquoi il se trimballe un zombie? Avec, comment il s'appelle, son petit frère qui est insupportable, à Pugsley et Eugène. Pugsley, ouais. Et qui disparaissent tout simplement de l'intrigue après, au bout d'un moment, parce qu'ils en ont plus rien à foutre. Le triangle amoureux d'Enid, où j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais faut arrêter de vous coller des mecs, etc., parce que c'est insupportable. On te rajoute aussi la stalkeuse, parce qu'il y a une stalkeuse. Voilà, maintenant, de Mercredi Adam, qui est un nouveau personnage. C'est qu'il y a un nouveau personnage. Ouais. Gwendoline Christie qui revient, Lady Gaga qui arrive, les parents de la famille Adams, qui étaient très secondaires dans la saison 1, là, alors là, ils sont vraiment très présents.
Ah bah oui, ils sont dans tous les épisodes. Parce que c'était plutôt des guests, en fait, la famille Adams C'est ça. Dans la saison 1, ils apparaissaient dans, genre, il y a l'épisode où les parents visitent l'école, là, qui est vers la mi-saison et tout. Mais là, ouais, en fait, ça, carrément, ils se mettent à travailler dans l'école. En fait, t'as toute la famille Adams qui est présente dans l'école maintenant, quoi. C'est ça. Et en fait, ça apporte pas grand chose, quoi. Bah non, ça rajoute plein d'intrigues et de persos. Ça surtout, ça surtout, quoi. Et il y a des moments, en plus, t'as tellement d'intrigues et ils te rajoutent des trucs. Je crois que c'est l'épisode 3. T'as un moment où il y a des épreuves dans un camp de vacances là avec des scouts quoi en fait et ça fait très Percy Jackson Harry Potter aussi dans le délire et en fait ça ne sert à rien. Non mais vraiment tu te dis mais pourquoi vous rajoutez bah je sais pourquoi parce que c'est une série pour ados etc ils veulent rajouter un truc comme ça mais ça ne rajoute absolument rien et t'as l'impression de regarder un filler rien, quoi. Et tu te dis mais il y a déjà tellement d'intrigues est-ce que vous pouvez pas faire avancer les intrigues les développer plutôt que me rajouter des fillers comme ça qui ne servent absolument à rien et ouais bah tout est à la fin tout est décevant sur toutes ces intrigues quoi. Ouais, trop bizarre. trop bizarre ce truc avec les scouts. J'ai pas compris non plus. Ça arrive en plus. En plus, ça arrive au milieu de l'épisode, en mode d'un coup, quoi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, et puis c'est des scènes d'action un peu nulles, et puis c'est réglé, et puis tu fais, bon, bah, merci d'avoir fait ça, mais ça me servit absolument à rien. Enfin bref, c'est très compliqué. Ils en parlent pas après, tu revois pas les personnages Moi non. Les chefs du scout. Pas du tout. Pas du tout. Et on va finir sur les personnages. C'est marrant parce que tu parlais de la série qui a passé 3 ans et c'est marrant parce que ça se sent sur certains persos. Sur pas tous parce que Enid et Mercredi ça se sent pas très, ouais même Bianca ça se sent pas de fou mais alors le petit frère de Mercredi là Pugsley et Eugène ça se sent mais de fou malade quoi parce qu'ils ont enfin les mecs ont poussé d'un coup quoi. Bah, ils ont grandi de fou, ouais, ils ont plus du tout la même gueule. Et moi, je trouve Eugène, je le trouvais mignon à la saison 1, là, j'ai pas aimé la saison 2. Bah, après, là, faut pas cligner des yeux aussi, hein, Eugène, hein, parce qu'il est pas très présent du tout, hein. Non. Mais déjà, dans la saison 1, au début, je le trouvais un peu mignon, même. Quand il était avec Mercredi, je trouvais qu'il y avait un truc un peu qui se passait. Et en fait, il se fait attaquer par le Hyde dans la saison 1. Et en fait, il fait une moitié de saison, on le voit plus, quoi. Et après, on le voit plus du tout. On l'évacue complètement du récit. C'est ça, j'avais trouvé ça dommage. Et là, ouais, il est avec Pugsley et on le voit pratiquement pas. Franchement, à chaque fois que ça arrivait sur les deux, t'as envie de souffler, quoi. Tu te dis, oh, putain, je m'en fous. Ouais. Tu te dis, je m'en fous. Et Pugsley, c'est la même chose, il disparaît dans la deuxième partie, en fait. Il est beaucoup, beaucoup moins présent, quoi. En fait, quand il y a plus de zombies avec lui, il est plus là. Enfin, c'est plus vraiment là, quoi. J'ai plus là. Et puis, moi, pourtant, j'ai l'impression qu'à la fin de la saison, ils font genre, ah, ça y est, on est devenus amis et tout. Genre, comme si on avait suivi une histoire entre eux et tout. En fait, on n'a rien vu. Mais c'est hyper léger, quoi. Et c'est ça pour tous les personnages, quoi. Mais peut-être commençons par Jenna Ortega. Donc, Jenna Ortega, elle joue Mercredi Adams. Donc, voilà, c'est la star, là, elle est connue mondialement. Et je crois que j'ai vu ça sur Twitter. Ça disait que, en gros, Jenna Ortega a fait la cinéphile, aguerrie. Elle parle de Claire Denis, d'Agnès Varda et tout, dans des interviews et tout. Et pour jouer dans des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que, faut ouvrir un dossier Jenna Ortega parce que moi Jenna Ortega j'ai vu des projets d'elle, hein. Je l'ai vu dans Scream, la Mercredi, je l'ai vu dans You, etc. Le seul projet qui était intéressant lequel j'ai vu c'est X de Ty West où elle était dedans et oui c'était plutôt un bon film mais le reste elle a fait des films horribles, le film avec Martin Freeman qui est sorti l'année dernière qui est horrible, là elle a fait le film avec la licorne qui a été mal noté, j'ai pas osé le voir quoi. Il y a plein, et là elle a fait le film avec The Weeknd aussi là, Hurry Up Tomorrow là qui est horrible aussi, et en fait tu te dis mais enfin là ta carrière là c'est compliqué, enfin c'est très très compliqué là de ta carrière pour le coup quoi. Après elle a des succès, Beetlejuice, Scream et tout ça, mais là moi je trouve que c'est qualitativement des projets dans lesquels elle est, c'est très compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'elle avait parlé une fois, on lui avait parlé de Marvel, elle avait dit ouais non je veux pas faire du Marvel et tout. Mais genre comme t'as dit la meuf elle fait l'élitiste là dans les interviews, mais bon. Après elle a dit que Marvel, je sais pas pourquoi, soi-disant il lui avait promis des trucs ou je sais pas, enfin j'ai pas trop compris. Mais elle avait mais elle avait eu 7-8 ans. J'ai pas compris qu'elle devait faire autre chose puis que ça a pas été fait. Après la Marvel ils ont dû la contacter je pense quand même parce que bon là elle voilà maintenant je sais pas ce qu'elle fera dans l'avenir, mais après je trouve pas que c'est ce qu'elle fait c'est qualitativement tellement si bien quoi. Après voilà. Ouais, moi ça m'étonne pas que Burton la prenne dans chaque film qu'il fait, hein. Wow, oui, c'est possible. Lui, dès qu'il a un acteur, il le garde 50 ans. Donc, de toute façon. C'est ça. Hein. De toute façon, on verra bien, quoi. Et le perso de Mercredi Adams, moi, je trouve que c'est un perso compliqué, surtout en série, en fait. Et centré sur elle, parce qu'en fait,
bah c'est une Adams quoi. Et la famille Adams, c'est des persos en fait qui sont pas tellement voués à tellement évoluer en fait, surtout sur toute une saison voire 2 saisons. Surtout que là c'est un personnage qui est complètement figé parce que c'est un personnage iconisé quoi. C'est-à-dire que c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la famille Adams c'est des icônes quoi. Du coup, et les icônes on veut pas les changer, on peut pas les brusquer, on peut pas les changer parce que bah voilà, ils sont iconisés dans le marbre et tout, et c'est le problème qu'il y avait de beaucoup de Legacy Quell qu'on a, où les personnages se retrouvent figés dans le temps. Bah là, le dernier, enfin pas le dernier Jurassic World, mais celui d'avant où ils te ramènent Sam Neill et Laura Dern, etc., et qui n'ont absolument pas bougé d'un iota depuis Jurassic Park 1. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évolué, mais parce qu'en fait c'est des icônes et tu peux pas les bouger, donc du coup quand ils reviennent ils sont exactement comme ils étaient avant, ce qui n'a absolument aucun sens et ce qui n'est pas intéressant. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire que en fait le seul truc qu'elle a appris dans la saison 1, c'est qu'en fait elle s'est fait des amis quoi en fait. C'est-à-dire que elle a compris qu'elle peut pas régler tous ses problèmes tout seul et qu'elle a des amis. Et la saison 2, bah en fait c'est rétropédalage, en fait elle se retrouve en conflit avec ses amis et puis à la fin bah elle se retrouve amie avec ses amis et tu fais bon bah ouais quoi. Enfin c'est la même chose quoi. Mais j'ai l'impression, ouais non tu me diras ouais, mais j'ai l'impression que la 2 c'est plus sur la famille, moi je dirais, la saison 2. Il y a ce truc là parce que c'est famille versus famille, tu vois. Bah il y a ce truc là qui était déjà amorcé, enfin famille, c'est surtout en fait elle et sa mère hein, plus que la famille hein, parce que avec son père par exemple il y a pas grand chose, tu vois, il y a pas une relation, oui, c'est vrai, avec même avec son petit frère. Ouais mais il y a quand même Pugsley qui, oui mais il est capturé. Oui mais je veux dire il y a pas d'évolution de leur relation vraiment entre elle et son petit frère. Je trouve que c'est très figé, alors que la mère, il se joue un truc quand même. C'est artificiel. Oui, il y a un truc avec la mère. C'est en mode voilà. Et la grand-mère un peu peut-être. Oh, aussi, non. mais, enfin, moi j'ai pas du tout aimé le personnage de la grand-mère. Je trouve que ça rallongeait le truc pour rien. Je trouve que c'était très inintéressant. Mais oui, il y a un truc sur les femmes de la famille en tout cas quoi, la transmission et les conflits. Parce que ça parle de la sœur de la tante aussi, mais on l'a pas vu elle. Elle est teasée à la fin, mais ça aussi c'est horrible parce qu'il t'en parle au début de la saison et tu dis ça va peut-être être dans cette saison, et en fait ce n'est jamais là, et en fait c'est pour teaser la suite quoi, pour te dire mais en fait elle est encore en vie ou je sais pas quoi, elle est quelque part gardée par la grand-mère. Je m'en fous. Ah oui, dans la cas, oui ok. Et à la fin tu vois un truc et tu dis c'est elle est là quoi, mais je m'en fous. Et y a dans les familles, il y a pas cousin machin, c'était pas là-dedans, qui a un truc tout poilu comme ça. Ah oui bah c'est dans les films, oui. Bon après ça ouais, il est pas là dans les séries. Non, il est pas là du tout. Bah il y a moyen qu'il fasse une apparition, un truc comme ça, voilà, parce que c'est un personnage un petit peu drôle quoi. Enfin bref, moi le personnage de Mais en vrai, je parlais de famille parce qu'en face il y a la famille Tyler aussi, voilà. Mais ça aussi c'est d'une gênance, je trouve, les rapports familiaux à ce niveau-là quoi. Mais juste pour revenir à mercredi, sur un truc qui m'a un peu choqué, c'est vraiment qu'elle perd de plus en plus son anticonformisme quoi. Je trouve qu'elle se range de plus en plus dans la norme en fait des élèves de ce lycée quoi. C'est-à-dire qu'elle perd complètement son côté en fait ils assument pas du tout le côté antipathique qu'elle peut avoir en fait mercredi avec les gens quoi. En fait, ils essayent de faire genre elle est un peu méchante avec les gens, mais je trouve que c'est hyper Disneyifié quoi. C'est-à-dire que en plus ça se sent même sur les dialogues, il joue beaucoup moins sur son humour noir qui faisait sa force, etc. Et je me dis mais en fait elle est beaucoup plus attachante pour les gens en fait qui l'entourent quoi. En fait tu te dis mais ce perso là il est beaucoup trop il est devenu beaucoup plus plat qu'il est censé être quoi, tu vois. Enfin bref, moi ça m'a dérangé quoi. Ouais mais je suis d'accord hein. Je trouve que mais tu parles que dans la saison 2, toi? Tu trouves pas que c'est déjà un peu le cas dans la saison 1? Oui, c'est déjà un peu le cas, mais après là, je trouve que dans la saison 2, c'est encore pire, surtout que maintenant, elle a un fan club et tout comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, elle est encore plus dans les codes du lycée qu'avant, je trouve que dans la saison 1, quoi. C'est vraiment encore plus, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'ils veulent que tu t'attaches à elle, donc ils peuvent pas la faire complètement antipathique. Bah après, c'est ce truc, c'est qu'ils assument pas, je trouve, entièrement le personnage de mercredi, quoi, en fait, pour le coup. Oui, c'est ça, ouais. Mais après, je comprends pas, il y a un truc que je comprenais pas déjà dans la saison 1, et là, la saison 2, c'est en fait, pourquoi tout le monde cherche son approbation tout le temps, quoi. C'est insupportable, quoi. Tous les élèves de ce lycée sont à ses pieds pour être dans, enfin, déjà, dès la saison 1 où t'as 2-3 personnages qui sont amoureux d'elle d'un coup, tu te fais, mais pourquoi, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais pourquoi Tyler, il est amoureux d'elle? Tu fais, mais pourquoi? C'est trop bizarre, tu vois. Il y avait plein de trucs comme ça, ou de persos qui cherchent Enid, qui cherchent absolument son approbation, etc. Tu fais, mais pourquoi ces personnages d'un coup sont à ses pieds, etc. Et ce truc-là, enfin bref, moi, c'est des trucs qui me gênaient grandement. Surtout que là, cette saison, ils ont ajouté quelque chose qui m'énerve avec son personnage, c'est qu'elle voit des fantômes, et elle voit le fantôme de Gwendoline Christie. Ouais.
Et ça, c'est des tropes. Bah, elle avait déjà des visions dans... Oui, tu parles des frontaux, ok, ouais. Oui, bah, elle avait des visions, mais là, elle a un esprit, en fait, et là, il le justifie par le scénario en mode, c'est ton esprit, je sais pas, affilié à toi et tout ça. Mais c'est exprès pour qu'on voit Gwendoline Christie, et pour faire du fanservice, en fait. C'est vraiment juste ça, quoi. Et en plus, complètement. elle sert absolument à rien parce qu'elle est là pour commenter les situations que tu vois. Et la plupart du temps, c'est juste fainéant. Et là, c'est vraiment juste pour le fanservice et tu t'en fous, quoi. Bah, t'aurais pu le faire avec des visions, comme dans la saison. En fait, t'as pas besoin de ramener Gwendoline Christie. Et... En fait, ouais, elle sert à rien. Le perso, même sert à rien, quoi. Mais juste pour commenter, quoi. Tu dis, mais. On dirait ils assument pas sa mort, en fait. Mais non, parce qu'il faut ramener les personnages pour faire du fanservice. Hop, tu vois, et comme ça, les gens sont contents. Il y a Gwendoline Christie qui fait la promo en plus et tout. Mais scénaristiquement, c'est fainéant de fou, quoi. Ah bah, complètement. Mais de toute façon, tout est feignant scénaristique. Ah oui. Et puis à chaque fois, et là c'est la même chose que la saison 1, je trouve que la relation avec Enid, entre Mercredi et Enid, c'est peut-être le truc que tu sens que ça peut marcher parce qu'il y a un contraste extrêmement fort en fait entre eux, et que ce soit visuellement ou même dans la personnalité, etc. Mais à chaque fois, ça me déçoit parce qu'à chaque fois, Enid, j'ai l'impression elle est sous-exploitée alors qu'elle pourrait être beaucoup plus, quoi. Et ah oui, bah moi, je suis d'accord avec ça. Alors que moi, j'ai le sentiment que au lieu de me faire des intrigues d'enquête, de relations familiales avec des flashbacks d'antan qui sont reliés à je sais pas quoi à Tyler, je me dis, mais en fait, le cœur de la série, l'intrigue principale, ça devrait être Mercredi et Enid, en fait. Tu vois, ça doit être eux en fait le centre du truc, quoi. Mais tu te dis mais pourquoi vous allez ailleurs alors que c'est ça le truc, quoi, qui marche, quoi. Oh là là, c'est tellement dommage. Parce que tu regardes, bah oui, c'est dommage parce que mais en fait tu regardes, mais moi dès la saison 1, ça m'a oui, mais je suis d'accord. Je trouve qu'en fait, ils sont pratiquement jamais ensemble, en fait. Ils sont ensemble quand ils sont dans leur chambre. Tu vois, elle part pas en enquête avec Enid, en fait. Mercredi, elle fait le truc de son côté, Enid elle fait un truc de son côté, et voilà, et c'est dommage parce qu'en fait si tu veux faire du Harry Potter, il y avait quand même le trio qui était tout le temps ensemble, quoi. Ouais. Bah là, ils essaient de recréer un trio, là, en plus, avec la Agnès, la stalkeuse, pour que t'aies un trio. Et le problème, c'est qu'en fait, dès le début de la saison, ils disent que, en gros, Mercredi, elle va se séparer de Enid pour la protéger, hein. Après, on comprend bien, parce qu'elle va mourir. Mais du coup, en fait, tu te prives de quelque chose, enfin, d'interaction, en fait, entre elles qui pourraient être bien, quoi. Et en fait, le seul moment qui est plutôt bien entre eux, c'est quand ils échangent de corps ou, bon, voilà, je sais que c'est un moment qui est fait pour TikTok, je sais, tu vois, je le vois. Mais après, je vois un peu. Mais ça marche, moi, je trouvais. Ouais, t'as les personnages qui s'amusent un peu, voilà, bon. T'as les acteurs, pardon, qui s'amusent un peu et tout, donc, tu te dis, allez, ça peut être pas trop mal et tout, mais c'est vrai qu'on aurait aimé les voir plus ensemble, quoi, et au lieu de voir Enid qui est un peu, je trouve qu'elle est même un peu antipathique, moi, je trouve, cette saison, avec son intrigue amoureuse, avec son ex-petite amie, etc., qui tourne autour, elle veut pas lui dire la vérité, elle devient insupportable. Tu fais, putain, vous l'avez rendu. Enfin, alors que c'est un perso que ça va, tu vois, tu sens qu'il y a un truc, c'est un perso positif, ultra positif. Ouais, où tu peux avoir de l'empathie un peu pour elle et tout. Et là, enfin, vraiment, cette saison, enfin, ça a été très poussif, quoi, je trouve, pour le coup, quoi. Oui. Et alors, son nouveau petit ami, l'ex-petit ami, tout ça, c'est plat au possible. Enfin, c'est arrangé du côté d'Eugène, la petite sœur, la sirène, tout ça, c'est insupportable, quoi. Oh, bah, je te disais, hein, tous les persos dans l'école, de toute façon. Mais parce que tu sais pourquoi? Ils sont obligés de garder ce truc d'intrigue amoureuse, trio amoureux. Parce que c'est ça dans les séries Netflix pour teen, ils aiment trop en mettre plein de partout. Donc forcément, voilà. Et comme Mercredi, là, ils ont pu mis de triangle amoureux. Évidemment, parce que, bah oui, Mercredi Adam, c'est vraiment le genre de personnage qui est du genre à avoir des triangles amoureux à l'école, quoi. Enfin, vraiment, ça match bien à son personnage. Enfin, vraiment, la saison 1, c'était n'importe quoi. Là, du coup, tout s'est reporté sur Enid et tu te dis, mais, enfin, arrêtez, quoi. Libérez-la, quoi. Et le personnage de la stalkeuse, la Agnès, t'as bien aimé, toi? J'ai trouvé insupportable. J'ai beaucoup de mal, parce que je trouve qu'elle surjoue à mort. Ah, bah, alors, de toute façon, cette série, c'est le festival du surjeu, hein, je te le dis. Elle fait des gros yeux tout le temps et tout. Je trouvais que après, elle a des yeux quand même hyper expressifs, globuleux, bizarres, hein, quand même. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle forçait plus pour que ce soit encore pire, tu vois. Enfin, là, après, moi, ça m'a pas trop dérangé parce que on voit qu'elle a un jeu volontairement caricatural, d'une stalkeuse qui fait exprès d'être une stalkeuse, etc. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est Tyler au niveau du surjeu. Donc, le méchant, là, Hyde, où dès qu'il est méchant, j'ai jamais vu un acteur mal joué comme ça. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, comme il joue mal, je trouve. Après, moi, je trouve que Agnès, il y a un peu un truc parce que je trouve que, ouais, je sais pas, l'actrice, elle a une tête un peu de psychopathe, j'avoue. C'est horrible à dire ça, alors je crois que l'actrice, elle a genre 15 ans. C'est horrible, ouais, t'as une tête de psychopathe.
je me dis, mais après, en fait, c'est la même chose qu'Enid, c'est, encore une fois, ça pourrait peut-être être intéressant, mais je trouve que c'est jamais vraiment exploité, ou c'est très déceptif à chaque fois ce qu'ils en font. Enfin, voilà, c'est comme à chaque fois, quoi, je trouve, quoi. C'est plat, quoi. C'est ça, Enfin, c'est un peu plat. ce qu'on dit à chaque fois, là. C'est d'une platitude. Même les personnages sont plats, ils ont pas grand chose à raconter, ils ont pas vraiment d'arc narratif. C'est ça. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Et la famille Adams, c'est pareil, quoi. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sont là, Ouais. ça fait ralentir le récit, j'en peux plus, quoi. C'est horrible, quoi. Et Gomez est pas trop mal, je trouve. Louis Guzman, là, il est pas trop, surtout qu'il a une scène très marrante sous la douche, là, je trouve. Mais bon, il a pas grand chose à défendre. Le frère, on l'a déjà dit. Bon, voilà, et le seul qui marche bien, c'est l'oncle Fétide, où je trouve, même dans la saison 1, je trouve que ça marche. Enfin, l'acteur joue bien. Et d'ailleurs, c'est le seul qui se retrouve dans un environnement, entre guillemets, normal, mais il se retrouve dans un asile. Et un asile, c'est pas un environnement normal, mais c'est pas un environnement fantastique, tu vois. C'est-à-dire que Oncle Fétide, il est dans un environnement où je pourrais très bien voir la famille Adams se retrouver dans un asile. En fait, même Oncle Fétide se retrouver dans un asile de fou parce qu'il est un peu fou, quoi. Et je trouve que là, ça fonctionne un peu bien, ces interactions avec les gens, en fait, parce que, finalement, l'asile, c'est un environnement plus proche de notre réalité que le Nevermore, en fait, techniquement. Oui, donc je trouve que ça marche plutôt bien avec l'oncle, et puis l'oncle Fétide, je trouve qu'il joue bien. Donc là, je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Oui, il est drôle. Et, oui, avec la serveuse, là, dans la cuisine. Oui, c'est un peu drôle, etc., quoi. Et voilà, après, il y a un tas d'acteurs qui passent une tête. Et la main, quoi. Et la main, oui, bah après, la main, c'est La chose. oui. La chose, c'est le meilleur perso de toute la série, je trouve, parce que vraiment ils se sont donnés, tu vois, dans le fait qu'elle est vraiment, moi je trouve, la trouve vraiment drôle et utile à l'histoire. En même temps, elle a une personnalité, elle est plutôt bien utilisée, et en plus ils arrivent bien à montrer les émotions, en fait, techniquement, d'une main, alors que c'est juste une main, à avoir une certaine physicalité. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais alors, ce qu'ils ont fait à la fin de lui donner une origin story, c'est horrible. Ouais, ce que j'allais dire. Par contre, ouais, ils ont fait une origin story à la main. Ça m'a trigger. Que je fais quoi? Comment ça? C'est insupportable. En fait, c'est la main de lui. Et c'est, quoi? Mais tu fais, mais c'est tellement rattaché au forceps de se dire, mais est-ce que la main a besoin d'une origin story? Enfin, la chose a besoin d'une origin story pour savoir comment elle est devenue la main. Mais on s'en fout. Enfin, vraiment, c'est vraiment faire du lore pour du lore, quoi. Et en plus, d'être la main d'un méchant nul comme ça, enfin, vraiment, faut arrêter, quoi. Ouais, mais moi, en fait, ça, c'est un peu le truc sur le bilan global à la fin de la saison que je me suis dit. C'est putain, tout le monde est lié entre eux, quoi. C'est, oui, en fait, le méchant, en fait, c'était le meilleur pote de Gomez. Ouais. Et en fait, c'est le frère de la mère de Tyler. Et donc, ils sont tous reliés entre eux. Ils ont mis tellement d'intrigues qu'ils sont obligés de les relier, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, ils relient d'une manière, mais complètement débile, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, et moi, le méchant, je le trouve nul, mais nul. Là, le zombie, là, qui veut sauver sa sœur, je trouve ça. Bah, après, le méchant de la saison 1 aussi, là, à la fin, il était nul aussi, mais, enfin, faut arrêter de mettre des méchants comme ça, quoi. Et Tyler, c'est le meilleur méchant alors qu'il est nul. C'est ça qui est fou, quoi. Est-ce que la saison 1, tu parles du grand-père enfin, le bonhomme qui ressuscite? C'est ça, à la fin, là, on te fait toute une intrigue, avec des flashbacks de l'ancien temps. Dans 5 minutes, là. Oh, ouais, c'est insupportable, quoi. Et le pire, c'est que la série a plein d'acteurs de fous, parce qu'ils te ramènent Lady Gaga, il y a Billy Piper, là, de Doctor Who, qui est là, il y a plein de persos qui font une tête, la Sandy Newton et tout. Et tu fais, mais tout ça pour plein d'acteurs, mais en fait, qui sont, enfin, tous des persos aussi fades, aussi l'un que l'autre, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Ouais, clairement. Et puis moi, je trouve qu'il y a un truc ils veulent faire un truc un peu méta. Ils ramènent Christopher Lloyd qui jouait Fétide, ils ramènent Christina Ricci qui jouait Mercredi. Et en plus, Christina Ricci, c'est la méchante de la saison 1, comme ça, bah oui, elle est contre Mercredi, donc voilà, on fait un truc méta, quoi. Bon, je trouve ça insupportable. En fait, ça m'a saoulé quand il y a eu la révélation que c'était elle la méchante. Je fais, ah non, c'est nul. Bah, l'écriture, c'est compliqué, hein, cette série. Ouais, voilà, on n'est pas très tendre avec Mercredi, du coup, cette saison 1 et 2. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, peut-être, sur Mercredi? Non. Bah, de toute façon, je crois qu'on a tout dit, on a bien. Voilà, on commence l'année avec une critique qui est pas très très sympa sur Mercredi saison 2, mais en même temps, on trouve ça plat, et moi, je sais pas toi, mais je pense pas que je regarderai la saison 3. Vraiment. À part si on veut la faire, mais ouais, je sais pas. j'ai pas. Bah, de toute façon, le temps qu'elle soit tournée et qu'elle sorte, on a le temps de voir, mais bon, on verra si on aura un planning à cette époque-là. On peut arriver vite, hein. Il y a déjà un poster et tout, donc. On verra à ce niveau-là, mais bon, on n'a pas été très fan.
de mercredi, et voilà, cette première critique de la saison s'achève, Ista. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, à nous suivre. On est disponible partout, en fait, sur pas mal de plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer, et j'en oublie plein. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur YouTube, TikTok, Twitter, X Blue Sky, Instagram. Voilà, on est partout. Et on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine et de une bataille après l'autre. Voilà, de PTA avec Leonardo DiCaprio. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.